Depuis des mois, la question brûle les lèvres de tous ceux qui suivent la vie de la présentatrice préférée des Français. Faustine Bollaert, cette femme au sourire éclatant et à la voix douce qui recueille chaque jour les confidences les plus intimes sur le plateau. De ça commence, aujourd'hui, s'était muré dans un silence absolu sur sa vie privée depuis l'annonce choc de sa séparation d'avec Maxime Chatham. Plus une photo de couple, plus un mot sur les réseaux, plus une allusion. Rien. Un vide sidéral qui a nourri tous les fantasmes. Et puis, hier soir, dans une interview vérité diffusée en exclusivore sur une grande chaîne, elle a tout lâché. Les larmes aux yeux, la gorge nouée, elle a enfin prononcé ces mots que personne n'osait espérer. « Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, je suis à nouveau amoureuse. » Le choc a été immédiat. Les téléphones ont vibré, les groupes WhatsApp ont explosé, les commentaires sur Instagram ont dépassé le million en quelques heures. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après 2 ans de silence total? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, pas à pas, sans rien vous cacher, parce que cette histoire, c'est bien plus qu'un simple Ragot People. C'est le récit d'une renaissance. Un bon titre de Presse People doit frapper là où ça fait mal, là où ça fait rêver, là où ça fait espérer. Faustine Bollaert brise enfin le silence et dévoile l'amour de sa vie après le divorce. Analysons cette phrase comme on dissèque une œuvre d'art, car elle est parfaite dans son genre. D'abord, le mot « enfin ». Ce petit adverbe porte en lui 2 années de frustration collective. 2 années où les lecteurs ont guetté le moindre indice, la moindre story un peu trop lumineuse, le moindre sourire un peu trop large. Enfin, dit le soulagement, mais aussi la victoire. Nous, le public, nous avons gagné. Elle nous doit ça. Ensuite, brise le silence. L'expression est forte, presque violente. On imagine Faustine enfermée dans une tour de verre, les lèvres scellées, et soudain elle fracasse tout. C'est héroïque, c'est dramatique, c'est exactement ce dont on a besoin pour se sentir vivant un mardi soir pluvieux. Puis vient, dévoile l'amour de sa vie. Pas juste un mec, pas juste une relation, non. L'amour de sa vie, le grand, le vrai, celui qui efface tout le reste. Celui qui justifie qu'on ait attendu si longtemps. Et enfin, après le divorce. Le rappel cruel que oui, elle a souffert, elle a pleuré, elle a été brisée, mais qu'aujourd'hui elle renaît. Ce titre est une machine à clics parfaite parce qu'il promet tout. La douleur passée, le bonheur présent, et surtout l'espoir que même après la pire des ruptures, on peut retrouver l'amour avec un grand A. Il nous vend du rêve en pack de 6, et on achète tous, les yeux fermés, parce qu'on a besoin de croire que ça arrive aussi aux gens qu'on aime bien à la télé. Ce titre fonctionne parce qu'il joue sur 3 cordes sensibles en même temps. La première, c'est la curiosité morbide. On veut savoir qui est cet homme, comment ils se sont rencontrés, s'il est plus beau que Maxime Chatham, s'il gagne mieux sa vie, s'il fait rire Faustine le matin au petit déjeuner. La deuxième, c'est l'empathie. On a tous suivi Faustine pendant des années. On l'a vu parler de maternité, d'amour, de blessures, et on s'est identifié. Alors quand elle souffre, on souffre avec elle. Et quand elle revit, on revit aussi. La troisième, c'est le voyeurisme pur et simple. On veut les détails croustillants, les photos volées, les messages échangés, les nuits torrides. Ce titre promet tout ça sans jamais le dire explicitement. C'est de l'art, du grand art de la presse à sensation. Et c'est pour ça que dès sa publication, il a été partagé plus de 200 000 fois
Mon minstute, de Dieu. Tissit, moins 10 minutes, parce qu'il touche à l'universel. L'amour après la douleur, la lumière après les ténèbres, la seconde chance. Et quand c'est Faustine Bollaert qui l'incarne, on veut y croire plus que tout. Pendant 2 ans, Faustine a été une tombe. Pas une confidence à une amie, pas un mot à une collègue, pas une allusion dans une interview. Rien. Même les paparazzis les plus acharnés n'avaient rien pu glaner. On avait bien vu qu'elle rayonnait un peu plus depuis quelques mois, qu'elle portait des robes plus moulantes, que ses cheveux étaient plus brillants, que son rire durait une seconde de plus qu'avant. Mais rien de concret, jusqu'à hier. Le secret était si bien gardé que même ses producteurs ignoraient tout. L'homme en question, un réalisateur de documentaires de 46 ans, père d'une petite fille, séparé depuis 3 ans, discret, cultivé, drôle, avec des lunettes en écaille et une voix grave qui fait fondre n'importe qui en moins de 30 secondes. Ils se sont rencontrés il y a 18 mois, lors d'un tournage pour France 2. Elle présentait, il réalisait, coup de foudre immédiat, mais elle a dit non, trop tôt, trop peur, trop de blessures, encore à vif. Lui a patienté. Des mois, des messages doux le matin, des bouquets de pivoine livrés sans carte, des invitations à dîner refusées poliment. Et puis un soir de mars dernier, sous la pluie, devant les studios de la plaine Saint-Denis, elle a craqué. Un baiser fougueux, trempé jusqu'aux os comme dans les films. Depuis, ils ne se quittent plus. Ce qui rend ce secret si fascinant, c'est qu'il a été gardé dans un milieu où tout se sait immédiatement. À Paris, dans le petit monde de la télévision, les murmures ont des oreilles et les portables prennent des photos. Pourtant, personne n'a rien vu venir. Pas même sa meilleure amie, pas même sa mère. Faustine avait érigé autour d'elle un mur infranchissable. Elle sortait seule, rentrait seule, postait des photos de ses enfants ou de ses chiens, jamais d'homme en arrière-plan. Elle avait même demandé à ses proches de ne jamais poser de questions. « Quand je serai prête, je vous dirai tout », avait-elle murmuré à sa sœur, un soir d'été, les yeux rougis par les larmes contenues. Et elle a tenu parole. Elle a attendu d'être absolument certaine, d'être sûre que cet amour-là n'était pas un pansement, pas une revanche, pas un caprice de femme blessée. Elle a attendu que ça devienne solide, profond, évident, et c'est pour ça que quand elle a parlé, le monde entier a écouté. Parce qu'un secret gardé aussi longtemps, quand il explose enfin, ça fait l'effet d'une bombe atomique émotionnelle. Avant l'amour, il y a eu l'enfer. Le divorce avec Maxime Chatham n'a pas été une séparation propre et civilisée comme on veut nous le faire croire dans les communiqués laconiques. Ça a été un tsunami. Des disputes terribles à 3 heures du matin, des cris qui réveillaient les enfants, des portes qui claquent, des assiettes brisées, des larmes qui ne s'arrêtent plus. Faustine a confié hier soir qu'elle avait touché le fond. Vraiment, des crises d'angoisse dans sa voiture après avoir déposé Abby et Peter à l'école. Des nuits entières, à pleurer dans son oreiller pour ne pas que ses enfants entendent. Des kilos en moins, des cheveux qui tombaient par poignées. Elle a même fait d'une dépression sévère pendant plusieurs mois, suivie par un psychiatre sous antidépresseur. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus, ne riait plus. Son sourire à l'antenne n'était qu'un masque. Un masque parfait, mais un masque quand même.
Elle a pensé plusieurs fois que jamais elle ne s'en sortirait, que l'amour s'était fini pour elle, qu'elle avait tout raté. Le pire moment, cette soirée de décembre où elle a trouvé dans le téléphone de Maxime des messages qui ne laissaient aucun doute. Elle s'est effondrée dans la cuisine, en plein milieu des préparatifs du repas des enfants. Abby, alors âgée de 9 ans, l'a retrouvée par terre, en larmes, hurlant que papa ne les aimait plus. Cette image la hante encore. Elle y a mis des mois à se reconstruire. Des mois à apprendre à vivre seule, à gérer les enfants en garde alternée, à affronter les regards de pitié dans la cour de l'école. Elle a tout repris de zéro. Son appartement, ses habitudes, ses amis, sa façon de s'habiller, sa façon de parler d'amour dans ses émissions. Elle est devenue une autre femme, plus forte, mais aussi plus méfiante, plus prudente, presque froide, jusqu'à ce que cet homme arrive et fasse fondre la glace, lentement, patiemment, sûrement. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Après la tempête du divorce, Faustine Bollaert s'est retrouvée face à un vide qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait 39 ans, 2 enfants en bas âge, une carrière au sommet, et pourtant qu'elle se sentait comme une adolescente abandonnée sur le bord de la route. Le plus douloureux n'était pas la trahison en elle-même. Elle avait fini par l'accepter, presque par la comprendre, mais le sentiment d'avoir été effacée. Maxime Chatham, cet homme qu'elle avait aimé follement pendant 13 ans, avait réussi à la faire douter de tout, de sa beauté, de son intelligence, de sa sensualité, de sa valeur en tant que femme. Pendant des mois, elle s'est regardée dans le miroir et n'a vu qu'une coquille. Elle se trouvait fade, usée, trop maternelle, plus assez désirable. Elle a jeté toutes les photos de leurs vacances, brûlé les lettres d'amour, effacé les playlists communes. Elle a même arrêté de porter du rouge à lèvres parce qu'il disait autrefois que ça la rendait irrésistible. Elle voulait tout effacer de lui, mais plus elle effaçait, plus il restait. La solitude nocturne était la pire. Quand les enfants dormaient chez leur père, l'appartement devenait un tombeau. Elle marchait de pièce en pièce, pieds nus sur le parquet froid, un verre de vin à la main qu'elle ne finissait jamais. Elle se souvenait du moindre détail. La façon dont il posait sa main sur sa nuque quand il regardait un film, la manière dont il murmurait « ma chérie » en rentrant le soir. Les dimanches matins, où il restait au lit jusqu'à midi pendant que les enfants regardaient des dessins animés dans le salon. Tout cela avait disparu en un claquement de doigts. Elle a essayé les applications de rencontres, par curiosité, par défi. Elle a vu des profils, des hommes qui écrivaient « pas de prise de tête, juste du fun, belle femme, mûre bienvenue ». Elle a supprimé son compte au bout de 3 jours. Elle n'était pas prête. Elle ne voulait pas être un plan cul pour un quarantenaire en crise, ni une mère de substitution pour un divorcé en manque d'affection. Elle voulait être aimée vraiment, profondément, comme avant, mais en mieux. Et elle pensait que c'était impossible. Il y a eu aussi les jugements extérieurs, terribles. Dans les dîners en ville, on chuchotait. Elle a dû faire quelque chose. Maxime ne serait jamais parti comme ça. Sur les forums, on l'accusait d'avoir trop travaillé, d'avoir négligé son mari, d'être trop publique, trop présente à la télé. Certaines femmes disaient même qu'elle l'avait cherché. Elle lisait tout, la nuit, en cachette. Chaque commentaire était un coup de poignard. Elle a fini par désactiver les notifications, mais le mal était fait.
Elle s'est mise à douter d'elle-même en permanence. À l'antenne, elle souriait, elle écoutait les autres, elle pleurait avec eux, mais dès qu'elle rentrait, elle s'effondrait. Elle y a fait des thérapies, des retraites de yoga, des séjours en solitaire dans des maisons en Bretagne face à la mer. Elle y a lu tous les livres sur le deuil amoureux, a souligné des phrases entières. La douleur est le prix de l'amour. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais rien n'y faisait. Pendant presque 2 ans, elle a porté son chagrin comme une seconde peau, lourde, poisseuse, impossible à enlever. Il s'appelle Antoine. 46 ans, cheveux poivre et sel, lunettes en écaille, une voix grave qui fait vibrer les ventres. Réalisateur de documentaires animaliers, il a passé la moitié de sa vie en Afrique, en Amazonie, à filmer des lions ou des jaguars dans l'ombre. Séparé depuis 3 ans, père d'une petite Nina qu'il adore, il vit dans un appartement rempli de livres, de cartes anciennes et de photos en noir et blanc. Ils se sont croisés la première fois, en janvier 2023, sur un tournage pour France 2, un spécial sur les femmes et la résilience. Elle présentait, il réalisait. Dès le premier regard, quelque chose s'est passé. Pas un coup de tonnerre, non, une évidence douce, presque douloureuse. Il l'a regardée fixer la caméra avec cette intensité qu'elle a quand elle écoute vraiment les gens. Et il a su. Elle a remarqué la façon dont il parlait aux techniciens, calme, respectueux, sans jamais hausser la voix. À la fin de la journée, il lui a tendu une tasse de thé sans rien dire. Leurs doigts se sont frôlés. Elle a rougi comme une adolescente. Pendant des mois, il a été patient. Il savait tout. Le divorce, la douleur, les enfants, la peur. Il n'a jamais forcé. Il envoyait des messages simples. « J'ai pensé à toi en voyant ce coucher de soleil au Kenya. Ce soir, je regarde un documentaire sur les éléphants. Ça te ferait rire. Jamais de « tu me manques », jamais de « quand est-ce qu'on se voit ?» Il attendait. Il comprenait qu'elle avait besoin de temps, de silence, de reconstruction. Un soir de mars 2024, après une journée particulièrement difficile, Peter avait pleuré parce que son père avait annulé un week-end. Elle lui a écrit « J'ai besoin de parler à quelqu'un qui ne me connaît pas brisé. » Il a répondu immédiatement « Je t'attends. » Elle est arrivée chez lui à 23 heures, trempée par la pluie, les yeux gonflés. Il n'a rien dit. Il l'a prise dans ses bras. Elle a pleuré pendant 2 heures contre son torse. Et puis, sans prévenir, elle l'a embrassé. Un baiser désespéré, affamé, comme si elle voulait rattraper tout le temps perdu. Ils n'ont pas couché ensemble ce soir-là. Ils ont juste dormi enlacés, tout habillés, comme 2 naufragés qui se tiennent enfin. Depuis, ils ne se quittent presque plus. Il cuisine pour elle des plats africains épicés. Elle lui fait découvrir les émissions qu'elle adore détester. Il l'accompagne au match de foot de Peter sans jamais jouer au beau-père. Elle passe des week-ends avec Nina à dessiner des animaux imaginaires. Ils ont trouvé un rythme doux, sans pression, sans urgence. Il ne vit pas encore chez elle, trop tôt pour les enfants. Mais il a sa brosse à dents dans la salle de bain et une étagère dans la bibliothèque. Il l'appelle « ma lumière ». Quand il croit qu'elle ne l'entend pas, elle rit à nouveau, vraiment. Un rire qui vient du ventre, qui dure, qui fait briller les yeux. Elle porte à nouveau du rouge à lèvres rouges. Elle danse dans la cuisine en écoutant du vieux Goldman. Elle revit. Abby et Peter ont été les premières à savoir, bien sûr.
Faustine n'a rien caché. Un dimanche soir, après un week-end chez leur père, elle les a pris tous les deux sur le canapé, un enfant de chaque côté, et elle a tout expliqué. Maman a rencontré quelqu'un qui la rend heureuse. Il s'appelle Antoine. Il est gentil, il aime les animaux, il fait des blagues nulles mais drôles. Je ne vous demande pas de l'aimer tout de suite. Je vous demande juste de lui laisser une chance. Abby, du haut de ses 11 ans, a froncé les sourcils. Il est plus beau que papa. Peter, 9 ans, a demandé s'il savait jouer à Fortnite. La première rencontre a eu lieu un samedi matin, dans un parc. Antoine avait apporté des cerfs volants. Peter a couru comme un fou. Abby a observé de loin, bras croisés. À la fin de la journée, Peter dormait contre l'épaule d'Antoine dans la voiture. Abby avait accepté un câlin. Victoire. Il y a eu des moments compliqués, bien sûr. Des crises de jalousie. Tu aimes plus Antoine que nous? Des questions brutales. Pourquoi papa n'est pas revenu à la maison? Des nuits où Peter faisait des cauchemars et appelait papa au lieu de Antoine. Mais Antoine n'en a jamais forcé. Il a laissé le temps faire son œuvre. Il a emmené Peter voir un match du PSG, a aidé Abby à faire un exposé sur les pandas roux, a appris à faire des crêpes en forme de cœur. Petit à petit, les enfants ont compris que cet homme n'était pas là pour remplacer leur père, mais pour ajouter de l'amour là où il en manquait. Aujourd'hui, quand Antoine passe chercher les enfants à l'école, Peter court vers lui en criant « Tonio !» Abby lui montre ses notes en rougissant. Ils ont même demandé s'il pouvait venir à la kermesse de fin d'année. Faustine a pleuré dans la salle de bain en entendant ça. Pas de tristesse, de joie immense. Aujourd'hui, à 46 ans, Faustine Bollert est une femme nouvelle. Elle n'est plus la jeune présentatrice un peu naïve qui croyait que l'amour durait toujours. Elle n'est plus non plus la femme brisée qui pensait qu'elle ne mériterait plus jamais d'être aimée. Elle est quelque part entre les deux, une femme qui a traversé le feu et qui en est sortie plus belle, plus forte, plus vraie. Elle parle d'Antoine, avec des étoiles dans les yeux, mais sans mièvrerie. Elle dit qu'il lui a appris la patience, la douceur, le respect du rythme de l'autre. Elle dit qu'elle n'a plus peur de l'avenir. Elle envisage même un jour un 3e enfant, pas tout de suite. Mais l'idée ne lui fait plus peur. Elle a recommencé à rêver. À l'antenne, elle est différente aussi. Plus profonde, plus touchante, plus authentique. Quand une invitée parle de reconstruction après un divorce, ses yeux brillent d'une lumière particulière. Elle sait, elle a vécu ça. Elle peut dire « je comprends » sans que ce soit une formule toute faite. Ses audiences n'ont jamais été aussi hautes. Le public sent qu'elle est vraie. Complètement vraie. Elle a arrêté de se cacher derrière son sourire professionnel. Elle rit, elle pleure, elle tremble parfois en direct. Et les gens adorent ça, parce qu'ils se reconnaissent en elle, parce qu'elle leur donne l'espoir que oui, même après l'enfer, on peut retrouver le paradis. Quant à l'avenir, elle n'a plus peur de le nommer. Elle parle de vacances en famille élargie, de projets de documentaires communs avec Antoine, d'une maison à la campagne peut-être, avec un grand jardin pour les enfants et les chiens. Elle parle même de mariage, un jour, quand les enfants seront prêts, pas pour remplacer l'ancien, pour célébrer le nouveau, pour dire au monde entier « Regardez, j'ai eu mal, j'ai cru que c'était fini, mais la vie m'a offert une seconde chance, et cette fois, je la saisis à 2 mains. » Faustine Bollert n'est plus une femme divorcée.
Elle est une femme aimée, profondément, intensément, magnifiquement. Et ça change tout. Et quelque part, en regardant son sourire éclatant sur les photos volées cet été en Corse, main dans la main, avec Antoine pendant que les enfants construisent un château de sable, on se dit que oui, les happy end existent. Pas ceux des contes de fées, ceux qui viennent après la pluie, après les larmes, après le chaos, ceux qu'on mérite quand on a eu le courage de se relever. Faustine l'a fait, et aujourd'hui,